Fréquence Première, Véronique Tiberghien. Et nous allons donc parler de ce sommet qui aura lieu du 1er au 2 octobre à Bruxelles et à travers ce sommet, évidemment, le tourisme inclusif. Pour en parler, nous recevons Mathieu Angelo, bonjour. Bonjour. Et Vincent Snook, bonjour. Bonjour. Vous êtes un peu derrière avec le CAWAB, l'organisation de ce sommet international. Premier sommet a déjà eu lieu il y a quelques années à Québec. 330 participants, ce qui est énorme. Donc vous allez devoir accueillir beaucoup de monde ici à Bruxelles. Merci d'être avec nous d'ailleurs parce que vous devez être en plein préparatif. C'est important de parler aujourd'hui du tourisme inclusif, on s'en rend compte, mais pourquoi est-ce qu'on doit encore en parler en 2018 ? Alors donc moi Mathieu Angelo, je suis coordinateur, directeur du collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles et notre mission à nous c'est vraiment de militer, de défendre l'accessibilité pas uniquement pour les personnes en situation de handicap, aussi pour les familles, les personnes âgées, aussi pour les touristes qui sont chargés, etc. L'accessibilité, ça ne concerne pas uniquement donc les personnes en chaise roulante et il y a énormément de personnes qui ont ce type de besoin d'accessibilité. Et le tourisme, donc on travaille sur plein de matières et de thématiques au CAWAB, que ce soit le logement, que ce soit les voiries et l'accessibilité des bâtiments. Mais alors, ce qui nous occupe ici, le tourisme, et ce qui est vraiment génial, c'est que non seulement l'accessibilité est déjà une matière transversale, mais le tourisme l'est aussi. Et c'est pour nous un levier très important. C'est si on travaille à l'accueil des touristes, on va travailler sur le transport, sur l'accueil dans les musées, on va travailler sur les voiries. Et c'est un levier aussi politique pour nous parce que convaincre qu'on peut faire venir des gens chez nous en les accueillant bien, c'est aussi pour les personnes qui sont ici à Bruxelles et en Belgique que les résultats vont être pas intéressant, quoi. C'est important ce que vous dites parce qu'on a déjà plusieurs messages qui nous sont arrivés et c'est le point commun de ces messages, c'est que il n'y a pas de cette globalité ou cette vision globale souvent dans les lieux touristiques. Alors parfois c'est soit l'hôtel qui est hyper bien conçu pour des personnes à mobilité réduite et on avait notamment une maman qui a des jumeaux, donc avec une poussette avec des jumeaux, c'est pas évident non plus, c'est aussi la mobilité réduite, qui parle de cet hôtel où tout était super bien conçu, mais alors tout autour il y avait rien, il y avait pas de trottoir, il y avait pas les bus qui étaient chargés d'aller faire la navette entre l'aéroport et l'hôtel n'étaient pas conçus non plus. Enfin bon, et donc cette recherche de globalité, elle est importante, mais elle n'est pas souvent bien comprise. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler peut-être aujourd'hui. Effectivement, c'est ce qu'on appelle chez nous la chaîne du tourisme accessible. Et c'est un peu comme ça qu'on a essayé de construire les 2 journées de conférences qui ont lieu à Bruxelles. C'est autour de 3 thèmes: bâtir, accueillir et promouvoir. Alors derrière le thème bâtir, ce n'est pas simplement bâtir des lieux qui sont accessibles, c'est tout le cadre bâti. C'est donc les cheminements, effectivement, toutes les attractions qu'il peut y avoir autour des hôtels. C'est évidemment les arrêts de transport en commun et ça inclut bien sûr les transports et des véhicules qui vont passer à ces arrêts. Quand on parle d'accueil, c'est aussi très important puisqu'il ne suffit pas d'avoir des infrastructures dans lesquelles on peut circuler aisément, mais si on est face à des opérateurs touristiques qui ne sont pas conscients des difficultés qu'on peut rencontrer, et la maman avec ses jumeaux et sa poussette jumeaux en est une bonne illustration parce que c'est une personne comme tout le monde, va-t-on dire simplement, mais si l'hôtelier n'est pas conscient de ses difficultés, n'a pas de possibilité de lui offrir des services qui sont adaptés à elle, elle va passer, même si l'hôtel est accessible, elle va passer un mauvais séjour. Donc la notion d'accueil est vraiment extrêmement importante. Et alors la troisième chose sur laquelle on va beaucoup travailler pendant ces 2 jours de congrès, c'est la promotion, donc le faire savoir. Parce que rendre accessible c'est bien, mais faire savoir que c'est accessible c'est mieux, pour que les personnes puissent effectuer un choix en connaissance de cause. Et ça, c'est vraiment la chose qui manque la plus dans le tourisme, c'est l'information réelle sur le niveau d'accessibilité des lieux et sur les services proposés. Information qui doit émaner du lieu lui-même, mais qui doit être diffusée par d'autres intermédiaires, j'imagine, aussi. Alors l'information doit émaner du lieu lui-même. Le souci que l'on rencontre souvent, c'est que les lieux estiment
eux-mêmes qu'ils sont accessibles. Oui, c'est ça. Donc voilà, là, ils ont leur propre grille. Ils ont leur propre grille. Donc ça, c'est un des points communs des acteurs qui vont et des conférenciers qu'on va rencontrer au sommet, c'est de bien dire que l'accessibilité, c'est une matière professionnelle et qu'il faut des professionnels pour l'évaluer. Par contre, dans un souci effectivement d'inclusion, c'est tout à fait logique que le lieu lui-même fasse la promotion de son accessibilité, mais on trouve encore des plateformes qui rassemblent les informations sur l'accessibilité. En Wallonie et à Bruxelles, on a la plateforme AccessI qui est vraiment de plus en plus connue et qui est une référence en matière d'accessibilité. Et l'avantage qu'on va avoir au sommet, c'est que plein d'autres opérateurs de partout dans le monde vont venir nous montrer ce qu'ils font, quelles plateformes ils ont. Et pour les touristes qui voudraient voyager, c'est intéressant de connaître ces plateformes pour se rendre dans les différents pays. Alors, Bruxelles et la Belgique, c'est aussi une destination touristique pour des étrangers qui viennent. Est-ce que nous pouvons arborer fièrement un joyeux « nous sommes prêts » ou bien il y a encore du boulot? Alors c'est un énorme défi, on en parlera peut-être quand on a décidé de proposer d'amener ce projet en Belgique. Les pouvoirs publics étaient vraiment partants de nous soutenir dans l'organisation de ce sommet, mais en même temps, un peu paradoxalement, très inquiets et très stressés parce qu'ils se sont dit il faut qu'on soit en mesure d'accueillir non seulement tout le monde à Bruxelles, 400 personnes, dont une bonne partie ont quand même des besoins spécifiques. Donc, est-ce qu'on va savoir loger tout le monde, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on va montrer, Et donc, la question s'est posée et il y a des initiatives, clairement, en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles, qui vont être mises en valeur dans l'expo, dont on va parler également. Mais c'est clair que on espère que ce sommet soit aussi un levier, comme je le disais, pour maintenant enclencher la dynamique d'aller plus loin. Il faut qu'on se rende compte des besoins et qu'on aille encore plus loin, parce que c'est pas du tout la panacée encore. Il y a des manques, c'est certain. Pas la panacée, mais avec le collectif Vincent Snook, vous avez aussi beaucoup œuvré déjà pour qu'il y ait des changements, qu'il y ait des améliorations, que l'on reconsidère certaines choses, certaines pratiques aussi dans le réaménagement, des choses comme ça, dans les transports en commun aussi. Donc vous avez quand même déjà quelques jolies victoires à votre actif. Alors, je ne sais pas si on peut parler de victoire. Simplement, on va plutôt parler qu'on a rétabli des droits, tout simplement. Oui. Mais c'est vrai que depuis des années, le collectif, le CAWAB, ça fait maintenant plus de 10 ans, se bat sur une série thématique, comme le disait Mathieu. Et on peut se souvenir que il y a quelques années, en Wallonie, nous étions opposés aux tech, parce que l'ensemble des véhicules de la flotte des tech étaient équipés de dispositifs d'embarquement pour les personnes en fauteuil roulant, mais les chauffeurs n'avaient pas le droit de les utiliser. Oui, je me donc souviens. Voilà, et donc ça maintenant, c'est de l'histoire ancienne, et donc les associations du collectif ont fait des relevés sur toutes les lignes. Il existe l'ensemble de la flotte est accessible, et on dénombre, je ne sais plus combien de dizaines de lignes sur lesquelles on garantit une accessibilité, et c'est en augmentation constante. Vraiment, la demande du collectif, ce n'est jamais que tout soit accessible du jour au lendemain, c'est qu'il n'y ait jamais d'immobilité. Voilà, ça c'est vraiment ça. Donc on a travaillé dans les transports en commun, on a travaillé sur les réglementations urbanistiques, notamment à Bruxelles, on a travaillé sur une série de domaines, les élections, et donc Puis dernièrement, un plan accessibilité depuis ici 2017 en région wallonne a vu le jour avec un certain nombre de mesures qui ne sont pas encore toutes réalisées malheureusement ici, alors qu'on arrive bientôt à l'échéance de la fin de la législature. Mais quand même, c'est une intention louable, je vais dire, d'avoir listé une 27 ou 30 mesures et de s'engager en gouvernement pour les réaliser, et puis de se donner cet objectif. Avec un petit peu peut-être les délais qui manquaient et des budgets alloués insuffisants, mais il y a peut-être aussi quelque chose d'important qu'on pourrait mettre en avant depuis qu'on a lancé ce projet de sommet mondial en région wallonne. Ils ont aussi débloqué des budgets pour améliorer l'accessibilité des lieux ouverts au public, lieux touristiques ouverts au public, donc au niveau des infrastructures. Et il y a eu un appel qui a été ouvert à toutes ces infrastructures pour se manifester et dire: je veux participer à cette démarche, je veux bénéficier d'un audit
d'accessibilité, donc réalisé par un professionnel, ce dont on parlait juste avant, réalisé par Accessi, et je veux bénéficier d'un cofinancement pour améliorer mon accueil et mon infrastructure. Donc ce sont des choses qui se mettent en place et on a l'impression quand même que non seulement via la militance mais aussi via l'organisation de ce sommet, les choses se mettent en route. Tendance première. Vincent Snook et Mathieu Angelo sont avec nous du collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles pour nous parler de ce tourisme inclusif aujourd'hui. Tourisme inclusif comprenant toute personne à mobilité réduite. C'est vaste, ça fait beaucoup de gens à la fois. Et en même temps, il faut toujours bien penser que ces gens sont réellement, très régulièrement, accompagnés. Donc ça fait plusieurs personnes qui voyagent. Donc il y a un intérêt, c'est terre à terre de dire ça, mais il y a un intérêt financier pour l'industrie du tourisme justement de se dire mais on va forcément avoir des gens qui vont voyager chez nous si on met ça en avant. Et ça l'est pas encore suffisamment. C'est pas compris comme oui, ça. Oui, c'est ça. Et donc c'est vraiment l'objectif de ce sommet mondial du tourisme accessible. C'est pas de faire une réunion supplémentaire entre personnes qui sont déjà expertes de l'accessibilité et des associations comme la nôtre, peut-être qui militent pour cela ou de services peut-être spécialisés. C'est vraiment d'avoir la possibilité d'inviter des opérateurs touristiques, que ce soit des responsables dans les villes ou dans les pays qui travaillent sur les stratégies d'accueil et sur la diffusion de l'information au niveau du tourisme, mais aussi les hôteliers, aussi les lieux touristiques. Et donc c'est vraiment ces personnes-là qu'on essaye d'avoir et à qui on aimerait présenter toutes les initiatives qui existent et de leur expliquer c'est possible, ça ne représente pas toujours des coûts énormes, surtout quand c'est imaginé dès le départ, quand on construit un bâtiment ou un nouvel hôtel. Et quand on pense, on rachète des nouveaux moyens de transport, etc. Si on pense tout ça à la base, l'accessibilité n'est pas un surcoût énorme. Évidemment, quand on doit remettre des ascenseurs dans toutes les stations de métro à Bruxelles, après coup, bien sûr, ça représente un chantier colossal et des coûts importants. Et donc c'est vraiment ça. On a besoin aujourd'hui de convaincre ces personnes qu'elles ont un intérêt, elles ont un véritable intérêt, que ce soit financier, mais pas seulement, d'accueillir une diversité plus importante de public chez eux, parce que, nous on défend cette diversité, évidemment, représentant presque 30% plus de 30% de la population. Quand on parle des PMR, personnes à mobilité réduite, les chiffres représentent vraiment 30%, une personne sur 3. Donc, ça comprend aussi des personnes plus âgées devant se déplacer, soit avec un déambulateur, soit une canne, soit autre chose, mais en tout cas, ça comprend effectivement énormément de monde. On parlait des audits tout à l'heure. C'est très compliqué de savoir aujourd'hui, Vincent Snook, si ces audits, ils sont universels quelque part, parce que on a l'impression que chacun fait un peu sa popote aussi en la matière. Alors, c'est peut-être quelque chose d'assez caractéristique peut-être de la Belgique et des pays européens, c'est de faire un peu chacun sa popote. Et pourtant, je ne suis pas sûr que ce soit tellement problématique, parce que ce qui est important, c'est que l'on se rende compte que l'audit doit être fait par des gens qui s'y connaissent en accessibilité. Alors, les besoins des personnes, qu'elles soient handicapées ou à mobilité réduite, ils sont les mêmes à travers l'Europe et à travers le monde. Et ça, il y a pas de problème. Je pense que tous les professionnels s'entendent bien là-dedans. Alors, ce qui varie un peu, c'est la façon dont on va traduire le niveau d'accessibilité ou les solutions proposées. Mais en général, les méthodologies d'évaluation de l'accessibilité sont relativement simples puisqu'elles sont à destination de grand public. Elles sont relativement simples à comprendre. Et si on peut rêver un jour d'un modèle international, ce serait évidemment formidable. Mais l'essentiel, c'est qu'il y en ait de plus en plus, surtout de plus en plus d'évaluations, de plus en plus d'informations. Et comme un touriste ordinaire qui va choisir dans ses guides de voyage d'aller plutôt avec tel guide qu'avec tel guide selon son type de fonctionnement, et bien avec les méthodologies d'audit, il va probablement faire la même chose. Je pense vous avez le guide du César qui se débrouille vachement bien pour aller dans les îles paradisiaques, et puis vous avez des méthodologies beaucoup plus cadrées, et je pense que tout le monde peut y trouver son compte. On a Olivier qui a réagi et qui nous dit je suis César et j'ai voyagé à la sauvage, c'est lui qui le dit, à la
Sauvage au Sénégal récemment. Je m'explique. Tout était prévu dans l'hôtel pour m'accueillir. Il n'y avait aucun souci. Il faut savoir que c'est une chaîne hôtelière qui est plutôt connue et qui a donc l'habitude de gérer ce genre de problématiques. Une fois sorti de l'hôtel, nous explique-t-il, c'était une autre histoire. Mais par contre, j'ai pu compter à chaque fois sur la bonne volonté de tous les habitants qui se pliaient parfois en quatre pour que je puisse me déplacer, aller visiter des choses, aller me balader, aller à la rencontre des animaux aussi dans certaines forêts. Il dit parfois c'est juste le sens de la débrouille, ils n'ont rien de prévu, mais ils vous considèrent comme un être à part entière et c'est ça qui fait toute la différence. C'est joli. Oui, c'est vraiment ça l'expérience aussi des personnes qui parfois est recherchée par les personnes à mobilité réduite avant de voyager. Ils cherchent un peu sur des blogs ou sur Internet de l'information, se dire voilà, on a parlé des audits, ça c'est une première chose, mais il y a aussi cette expérience qui est partagée via les réseaux un peu sociaux et les blogs. Et justement dans le programme du sommet, il y aura un atelier dans lequel on va essayer de se poser la question est-ce que la décision de voyage passe par ce type de recherche et il y a plusieurs blogueurs, donc 3 ou 4 qui vont venir présenter leur expérience, comment eux fonctionnent. Est-ce qu'ils vont d'abord sur place à chaque fois? Est-ce que ils se font inviter? Comme on voit certaines stars sur Snapchat ou Instagram qui sont invitées partout. Est-ce que c'est la même chose dans le secteur de l'accessibilité? Et est-ce que ce sont des influenceurs pour le grand public pour après se rendre sur place? Et est-ce que ça peut donner de l'information fiable aussi pour les futurs voyageurs? C'est ça. Olivier vient de préciser, à la sauvage, ça veut dire sans préparation, dit-il. Sac à dos, quoi. Oui, c'est ça. Alors, on parlait de ces audits et puis finalement aussi de ces expériences et de ce bouche à oreille qui joue beaucoup. Quelque part, Internet, les réseaux sociaux et tout ça a probablement aussi permis que cette information dont on parlait tout à l'heure puisse circuler aussi convenablement et où l'on puisse avoir des références un peu particulières, mais sur lesquelles on peut se dire que la crédibilité est importante. Pour autant, j'imagine que certains pays ou certaines zones restent encore assez inaccessibles parce que culturellement parlant, c'est pas dans l'idée non plus d'envisager de faire circuler les personnes à mobilité réduite ou alors pas forcément possible. C'est ce que pense Charles qui nous précise que lui, ce qu'il regrette essentiellement, c'est de ne pas pouvoir aller voyager dans des villes, visiter des villes historiques parce qu'on ne peut pas toucher ou aménager le patrimoine en question. C'est vrai que certaines villes, elles sont dans leur jus ou certaines rues sont dans leur jus avec des pavés partout, il n'y a pas de trottoir, il n'y a rien. Ça reste un problème ou il faut faire avec? Alors effectivement, tout ce qui est historique est problématique, mais n'est pas insoluble. Ça veut dire que il y a des sites historiques qui se mettent en conformité pour accueillir totalement ou partiellement des personnes avec des difficultés de mobilité. Par exemple, on peut parler du château de Versailles. Dans la grande cour du château de Versailles, ils ont décidé de polir une partie des pavés bombés pour tracer un cheminement pour que les personnes en fauteuil roulant puissent circuler. Alors évidemment, tout le monde n'a pas les moyens du château de Versailles, ça c'est certain, mais il est toujours possible de faire des aménagements qu'on va qualifier plutôt de raisonnables dans le patrimoine classé. Ceci dit, l'accessibilité n'a pas pour vocation non plus de dénaturer complètement un patrimoine. Ce qu'il y a, c'est qu'il existe en général alors des solutions temporaires ou des moyens de déplacement plus adaptés pour passer sur des rues dans des villes fortifiées, des choses comme ça. Il y a des solutions. Il y en a notamment quelques-unes qui seront présentées à l'exposition qui se déroule juste à côté du salon, parce qu'on parle des villes historiques, mais on a le même genre de problème si on veut aller simplement à la plage et qu'on est en fauteuil roulant. Oui. On va pas vider la plage de son sable. Donc voilà, il y a des solutions qui existent. Il faut les chercher. C'est un peu l'intérêt de ce sommet et de cette exposition à Nantes, c'est de montrer que c'est possible. En fait, c'est vraiment possible. Le tout, c'est de se lancer. Je vois régulièrement maintenant en France sur les plages des zones d'accès. Alors c'est en bois ou en caillebotis. Je ne sais pas si c'est efficace. C'est très efficace et d'ailleurs il y a des destinations en France et en Espagne sur la Costa Brava qui sont réputées pour leur accessibilité. Et d'ailleurs on y retrouve énormément de personnes âgées, pas forcément des personnes en fauteuil roulant, mais les personnes âgées adorent aller dans ces endroits-là parce que non seulement les plages sont accessibles, mais évidemment les hôtels
le sont aussi. Et donc tout l'environnement a été conçu pour. Et c'est là que d'emblée on remarque que la mise en accessibilité, ça ne concerne pas que les personnes en fauteuil roulant, ça concerne tout le monde. On l'a dit, la mobilité réduite, ça concerne effectivement énormément de gens. Tendance première. Véronique Tiberghien. Elisabeth a réagi pour nous dire que même en Belgique, il existe encore des endroits où lorsqu'elle veut entrer avec son chien d'accessibilité, enfin son chien d'aide, eh bien l'accessibilité lui est parfois non pas totalement refusée, mais on lui fait comprendre que c'est plutôt gênant d'avoir un chien dans un commerce de l'Horeca. Elle s'en étonne parce qu'elle pensait qu'en Belgique, les choses étaient beaucoup plus ouvertes. En fait, dans les faits... Alors dans les faits, en effet, ça veut dire que en Belgique on a une loi qui dit très clairement que les chiens d'assistance sont autorisés dans tous les lieux publics, y compris l'Horeca. Y compris l'Horeca, y compris les hôpitaux, etc. Les limitations, ce sont les zones où même les humains, va-t-on dire, doivent se déchausser ou mettre des charlottes sur les cheveux, des choses comme ça. Donc sinon, ça veut dire qu'il reste pas grand-chose comme lieux qui sont interdits. Mais ça, c'est une question, une remarque vraiment intéressante parce que ça veut dire que l'accessibilité, comme on l'a dit tantôt, ce n'est pas que des briques et du béton, c'est du comportement. Et donc, changer les comportements, c'est aussi rendre un pays accueillant et un pays accessible. Et donc là, ça coûte rien, ça c'est vraiment une des mesures qui coûtent pas grand chose. C'est simplement s'ouvrir, comprendre, admettre, inclure et tout voyageur, je veux dire, ordinaire qui va dans un lieu et qui a vécu un bon moment de contact avec l'hôtelier, avec les locaux, avec les restaurateurs, avec les artisans, etc., va revenir de ses vacances beaucoup plus content que quelqu'un qui a eu un bel hôtel, certainement, mais qui n'a rencontré personne. On parlait aussi des habitants, c'était Olivier, je crois, je ne sais plus qui parlait des habitants du Sénégal qui l'avaient aidé alors que ça rien n'était prévu. Mais voilà, c'est à la limite ça l'a pas gêné que rien n'était prévu parce que du coup il a rencontré aussi plein de gens, etc. Donc c'est dans le comportement aussi que ça doit changer. Mais est-ce qu'il y a des pays qui sont plus accueillants que d'autres? Alors, c'est certain qu'il y en a qui sont plus accueillants et plus, je dirais, à un niveau d'accessibilité plus élevé. On cite souvent l'Espagne avec Barcelone et Blandine Even qui tient son blog et qui présentera justement dans l'atelier des blogueurs nous a parlé dernièrement du Japon. Mais par exemple en France, ils ont une obligation de rendre les lieux accessible et donc forcément petit à petit tout ça s'améliore de jour en jour et ce qui n'empêche pas pour l'instant les Parisiens en situation de handicap ou les PMR parisiens d'être en campagne contre le métro parisien parce qu'ils n'ont qu'une ligne avec quelques arrêts accessibles et donc c'est vrai qu'il y a encore du travail à faire partout mais on voit que quand c'est aussi un aspect important que quand la législation l'impose à un moment il faut peut-être passer par là les choses s'améliorent sur le terrain. Ça peut prendre du temps aussi. Il faut laisser le temps parce que ça peut coûter de l'argent, comme on a dit. Mais en France, il y a de plus en plus d'améliorations. Et des pays où vraiment, non, ça passe pas, quoi. J'oserais le dire. Mais oui, mais évidemment. À Bruxelles, c'est vraiment difficile. À Bruxelles, c'est vraiment difficile. Il y a peu de choses qui sont mises en place et vraiment ici, on a mis le doigt dessus, clairement, avec l'organisation de cet événement. Mais c'est bien quelque part. C'est ça qui est intéressant avec cet événement. On a dû lister le nombre de chambres qui permettaient d'accueillir des personnes en fauteuil roulant. Ah, parce que les hôtels à Bruxelles, pas tant que ça finalement. Pas tant que ça. Voilà. Et ceux qui s'annoncent accessibles, on les a visités parce que nous, on n'était pas super convaincus et confiants. Et effectivement, dans ceux qu'on a visités, on n'avait pas vraiment envie d'y inviter nos invités. Ah oui. Oh là! Exactement. Petite clacounette. Donc, il y a du travail. C'est vraiment ça, de sensibiliser sur l'accessibilité. C'est pas juste mettre un logo d'une chaise roulante sur son site internet. C'est vraiment prendre en compte les besoins des gens et que c'est très bien de faire une chambre accessible. Mais si l'ascenseur est trop petit pour y monter ou s'il y a une marche dans le couloir, il y aura un souci. On parle beaucoup des chaises roulantes, mais c'est pas que ça. Il y a aussi des personnes sourdes qui ont besoin de pouvoir être prévenues en cas d'incendie. Et des choses comme ça. Ça n'existe. Enfin, je ne connais pas d'hôtel où ça existe. Donc voilà. Ah oui? À Bruxelles. Pas à un seul? Donc, à ma connaissance. Ah, on m'a dit, ça c'est. Donc vous avez soulevé quelques points quand même importants pour la ville qui doivent. Et alors les voiries à Bruxelles se posent beaucoup de problèmes. Ah oui, mais ça, à chaque fois qu'on a fait des émissions alors sans même parler des travaux, même imaginons, il n'y a pas de travaux du tout à Bruxelles, totalement utopique, on est d'accord, mais il n'y a aucun trottoir prévu réellement. Disons qu'il y a de la volonté, mais il y a encore énormément de
c'est une chasse gardée, les pavés à Bruxelles, et donc il y a encore beaucoup d'endroits, et le nouveau piétonnier, malheureusement, présente des défauts importants en termes d'accessibilité, oui. Il y a déjà eu des accidents et des chutes. Oh non! Mais enfin, c'est pas possible. On aurait presque un peu honte quand même. Hein. Ce sommet, il est donc effectivement le bienvenu, Destination for All, et c'est d'ailleurs un sommet qui est ouvert à tous, ouvert à tous les publics, pour s'informer. Aller à la rencontre d'eux. Si par exemple je suis hôtelière ou j'ai un site touristique ou j'ai envie d'ouvrir justement ce genre de choses, je suis dans l'Horeca, mais j'ai envie de savoir comment on fait, je peux me présenter à l'occasion de ce sommet et avoir des informations. Il y a le sommet, il y a l'expo, vous l'avez dit, donc il y a plein de choses à voir et à faire. Alors, au niveau du sommet, donc des 2 jours de conférence, si des personnes sont intéressées, il faut qu'elles se manifestent très très vite, puisque là, ça a lieu lundi, et que les inscriptions, on est vraiment dans les toutes dernières heures d'inscription. Par contre, l'exposition, c'est une entrée libre avec une inscription gratuite. Donc là, Mathieu peut peut-être en parler un peu plus. Oui, donc tout à fait. Donc cette exposition qui fait partie du sommet, donc tous les participants, on est presque à 400 participants venus 40 pays différents pour le sommet, et l'expo qui est à Nantes sera ouverte à tous les 2 après-midi du lundi et du mardi, de 2h à 6h30, et on a 2 publics cibles, donc spécifiquement les personnes qui voudraient partir en voyage et qui seraient intéressées d'avoir de l'info. Les exposants, c'est autant Bruxelles, la région wallonne et la Flandre, qui vont venir montrer ce qui existe en matière d'accessibilité, de tourisme et de lieux à visiter, mais il y a aussi tout près de chez nous la France, l'Allemagne, l'Espagne avec quelques exposants qui viendront à chaque fois présenter les initiatives. Et puis pour ceux qui sont plus téméraires ou qui ont envie de plus d'exotisme, il y aura les Barbades, le Québec, le Pérou, le Canada, Costa Rica, donc des tours et des safaris en Afrique du Sud, la Martinique. Donc voilà, donc il y aura un choix. Et donc ça, ce sera, je disais, pour un premier public, des personnes qui veulent partir en vacances. Et on a voulu aussi attirer et informer les personnes qui organisent et qui sont plus des agences de voyage, de leur dire, venez voir, il y a des solutions à proposer à vos clients, et il y a moyen d'ouvrir son catalogue à des destinations peut-être que vous ne connaissez pas encore, et pour un public différent aussi. On se donne donc rendez-vous les 1er et 2 octobre et on s'inscrit évidemment avant. Si vous voulez en savoir plus et avoir déjà des informations, des adresses et autres, eh bien vous allez sur le site de Destinations for All. Et vous n'oubliez pas le site du CAWAB, ce collectif d'accessibilité Wallonie-Bruxelles, sur lequel vous allez aussi retrouver beaucoup d'informations sur l'accessibilité, sur ce qu'il reste à faire ou ce qui a déjà été fait. Merci à tous les 2 d'être venus nous en parler. Puis bon sommet, évidemment. Merci beaucoup. Et on espère vous retrouver avec de très bonnes nouvelles sur Bruxelles notamment. Dans quelques mois, bien sûr.